Après les funérailles de mon mari, ma belle-sœur m'a déposé sur une route isolée et a dit, c'est ici que tu descends. La maison et l'entreprise m'appartiennent maintenant. Elle a craché par terre avant de repartir à toute vitesse. Abandonnée, sans un sou, j'ai serré mon sac puis j'ai souri. Elle pensait avoir gagné. Mais elle ne savait pas ce que j'avais fait avant que son frère ne meure. Je suis désolé pour votre perte, mais nous devons discuter affaires. Ces mots prononcés alors que le cercueil de Victor était encore en train d'être descendu dans la terre auraient dû me préparer à ce qui allait arriver. Élise m'avait prise à part pendant les funérailles de mon mari, sa main manucurée agrippant mon bras comme un étau, sa voix assez tranchante pour couper du verre. La transition doit se faire rapidement. Victor n'aurait pas voulu que l'entreprise souffre par sentimentalisme. Je l'ai regardé, incrédule. Mon mari était mort depuis exactement 4 heures, et elle prévoyait déjà de prendre tout ce que nous avions construit ensemble. La tempête parfaite se préparait. J'aurais dû le voir alors, la façon dont ses yeux scintillaient de quelque chose qui n'était pas du chagrin. Mais je me noyais dans ma propre douleur, gardant à peine la tête hors de l'eau alors que des amis et de la famille offraient leurs condoléances autour de la tombe de Victor. Le vent d'octobre me transperçait ma robe noire, et tout ce à quoi je pouvais penser était la façon dont Victor aurait fait une blague sur le temps à l'île pour alléger l'ambiance. Il savait toujours comment me faire sourire, même dans les moments les plus sombres. Mais il n'y aurait plus de sourire de la part de Victor. Plus de conversations tard dans la nuit sur l'expansion de notre entreprise. Plus de baisers volés dans notre bureau à domicile quand nous pensions que personne ne regardait. La prise d'Élise sur mon bras s'est resserrée, me ramenant au présent. Sophie, tu m'écoutes ? C'est important. Je l'ai regardée, puis je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des années. La sœur de Victor se tenait là dans un tailleur pantalon noir parfaitement coupé qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux blonds étaient coiffés à la perfection malgré le vent, son maquillage immuable malgré les larmes. Elle avait l'air d'assister à une conférence d'affaires, pas d'enterrer son frère. « Élise, s'il te plaît » ai-je murmuré, ma voix éraillée par les pleurs. « Pouvons-nous en parler plus tard ?» Je ne peux tout simplement pas penser aux affaires en ce moment. Son sourire était mince comme un rasoir. Malheureusement, les affaires n'attendent pas le deuil. Sophie Dubois Conseil et Technologie a besoin de leadership et Victor a laissé des instructions très précises sur ce qui devrait se passer. C'était un mensonge. Je savais que c'était un mensonge car Victor et moi avions mis à jour nos testaments ensemble seulement 6 mois auparavant. Nous nous étions assis dans le bureau de notre notaire, main dans la main, tout en discutant de ce qui arriverait à notre entreprise si quelque chose arrivait à l'un de nous. L'entreprise irait au conjoint survivant avec des dispositions pour les employés clés. Élise n'était mentionnée dans aucune capacité commerciale. Mais debout là, dans ce cimetière avec de la terre encore tombant sur le cercueil de mon mari, je n'avais pas la force de discuter. J'ai hoché faiblement la tête et l'ai laissé m'éloigner du lieu de sépulture, loin du petit groupe de personnes en deuil qui commençait à se disperser. Il n'en avait pas toujours été ainsi entre Élise et moi. Au début, j'avais même espéré que nous pourrions devenir proches. Lorsque Victor nous a présentés il y a 16 ans, j'étais impatiente de faire partie de sa famille. J'avais grandi comme enfant unique, et l'idée d'avoir une sœur était attrayante. Je me souviens très bien de cette première rencontre. Victor était nerveux, ajustant sa cravate 3 fois avant que nous entrions dans le restaurant haut de gamme où Élise nous attendait. Elle était déjà assise à la meilleure table, consultant son téléphone avec un air d'impatience étudié. « Sauf, je voudrais te présenter Sophie », avait dit Victor, la voix chaleureuse d'amour et de fierté. « La femme dont je t'ai parlé. » Élise avait levé les yeux de son téléphone, et j'avais vu qu'elle avait fait un inventaire de tout ce qui me concernait en environ 3 secondes. Ma robe hors d'usage, mes bijoux modestes, mon sourire nerveux. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope. « Alors, vous êtes la réceptionniste ?» avait-elle dit, sans même essayer de dissimuler son mépris. « En fait, je suis maintenant la partenaire commerciale de Victor », avais-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Son rire avait été comme du verre brisé. « Comme c'est gentil. Vous jouez au bureau. » Victor était intervenu alors, expliquant comment j'avais aidé à récupérer des données cruciales, comment mes compétences organisationnelles transformaient son opération chaotique d'un seul homme en quelque chose de durable. Mais je pouvais voir Élise se désintéresser, décidant déjà que je ne valais pas son attention. Au fil des années, cette attitude méprisante n'avait fait que s'aggraver.
À chaque réunion de famille, à chaque dîner de fête, Élise trouvait des moyens de me rappeler que j'étais une étrangère. Elle parlait de souvenirs de famille antérieurs à moi, utilisait des blagues internes que je ne comprenais pas, et faisait constamment référence à l'entreprise familiale Dubois comme si je n'étais pas assise juste là. Victor essayait de me protéger. Qu'il soit béni. Il changeait de sujet quand Élise devenait trop cinglante ou inventait des excuses pour que nous partions tôt quand la tension devenait insupportable. Mais il faisait aussi des excuses infinies pour son comportement. Elle est juste protectrice de la famille, disait-il lors de notre retour à la maison après un autre dîner inconfortable. Elle finira par venir quand elle te connaîtra mieux. Mais Élise n'a jamais voulu mieux me connaître. Ce qu'elle voulait, c'était que je disparaisse. L'ironie, c'est que pendant qu'elle me traitait comme une invitée indésirable, Victor et moi construisions quelque chose d'extraordinaire ensemble. Notre société de conseil technologique avait commencé dans mon petit studio avec Victor codant sur un vieil ordinateur portable tandis que je gérais les appels clients depuis ma table de cuisine. Ces premiers jours étaient magiques à leur manière. Nous travaillions 18 heures par jour, alimentés par du café et des rêves partagés, déboguant des logiciels tout en partageant des histoires sur notre enfance. Victor expliquait des concepts de programmation complexes tandis que je lui apprenais la gestion des flux de trésorerie et la psychologie des clients. Nous étions des compléments parfaits. Son génie technique associé à mon instinct commercial. Notre premier client majeur était un petit cabinet médical qui avait besoin d'un meilleur système de gestion des patients. Victor a construit quelque chose de beau et de fonctionnel, mais c'est ma suggestion d'ajouter des rappels de rendez-vous automatisés qui a vraiment vendu le contrat. Cette petite fonctionnalité, née de ma compréhension de la nature humaine, est devenue un élément caractéristique de tous nos projets ultérieurs. Dès notre deuxième année, nous avions déménagé dans de vrais bureaux et embauché notre premier employé. Après 5 ans, nous avions une équipe complète et des clients dans 3 États. Après 8 ans, Sophie Dubois Conseil et Technologie était évaluée à 12 millions d'euros avec une liste de clients comprenant des hôpitaux, des sociétés financières et des agences gouvernementales. Pendant tout ce temps, Élise regardait des bords, passant par ses propres entreprises échouées tout en critiquant les nôtres. Elle avait eu un magasin de vêtements, une entreprise de restauration haut de gamme, une ligne de soins de la peau biologique, et plus récemment, une retraite de bien-être à Saint-Tropez. Chaque échec était suivi d'un appel à Victor demandant un autre prêt pour se remettre sur pied. Victor disait toujours oui. C'était l'une de nos rares sources de conflit. Elle est de la famille, Sophie, disait-il chaque fois que je suggérais doucement que peut-être des renflouements continus n'aidaient pas Élise à apprendre de ses erreurs. Elle a juste besoin de la bonne opportunité. J'ai mordu ma langue, mais en privé, j'ai pensé que le vrai problème d'Élise n'était pas le manque d'opportunités. C'était le manque d'engagement. Elle traitait les entreprises comme des hobbies coûteux, passant à la prochaine idée brillante chaque fois que celle en cours nécessitait un travail réel. Il y a 6 mois, elle s'était présentée à notre porte après son dernier échec, l'air inhabituellement humble. La retraite de bien-être s'était effondrée sur des allégations de mauvaise gestion financière, et elle était effectivement fauchée à nouveau. Victor, généreux comme toujours, lui avait offert notre chambre d'amis et un poste temporaire chez Sophie Dubois Conseil et Technologie. Peut-être que c'est ce dont elle a besoin, m'avait-il dit en privé. Une chance de voir comment une entreprise prospère fonctionne réellement. J'avais eu des doutes, mais j'avais soutenu sa décision. La famille était importante pour Victor, et je l'aimais assez pour accueillir sa sœur chez nous et dans notre entreprise, malgré notre histoire. En y repensant maintenant, debout dans ce cimetière avec les doigts d'Élise toujours enfoncés dans mon bras, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve. Élise n'était pas venue à la maison pour apprendre ou guérir. Elle était venue se positionner pour ce moment précis. Ah, dit-elle maintenant, sa voix coupant mes souvenirs. Je sais que c'est difficile, mais Victor était très précis quant à ses souhaits. Il voulait que l'entreprise reste entre les mains de la famille Dubois. Je l'ai regardé, voyant clairement pour la première fois le calcul derrière sa façade affligée par le chagrin. Les pièces s'assemblaient. Son intérêt soudain pour nos opérations commerciales, ses questions détaillées sur les contrats clients et les procédures financières, son insistance à accéder à l'ordinateur de Victor pour aider aux tâches administratives. Elle n'avait pas aidé, elle s'était préparée. Et maintenant, avec Victor à peine froid dans le sol, elle faisait son coup. Le trajet de retour du cimetière semblait interminable. Élise avait finalement lâché mon bras, mais je pouvais encore sentir les empreintes laissées par ses doigts. Elle était assise sur le siège passager de ma voiture,
parlant à voix basse et urgente de transition nécessaire et de protection de l'héritage de Victor, tandis que je tenais fermement le volant et essayais de traiter ce qui se passait. 3 semaines. Il ne s'était écoulé que 3 semaines depuis ce terrible mardi matin où mon monde entier s'était effondré en l'espace de battements de cœur. J'étais à l'étage en train de m'habiller pour une présentation client quand j'ai entendu l'accident. Le son de la vaisselle cassée a résonné dans notre maison, suivi d'un bruit sourd qui a fait tomber mon estomac. J'avais appelé Victor en me précipitant à l'étage, m'attendant à trouver de la vaisselle cassée et peut-être des excuses penaudes. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon mari gisant sans vie sur le sol de notre cuisine, entouré des restes de sa tasse à café préférée, celle que je lui avais donnée pour notre 5e anniversaire de mariage avec l'inscription « Meilleur partenaire commercial du monde » en lettres bleues pâles. « Victor » ai-je crié, tombant à genoux à côté de lui. Ses yeux étaient fermés, son visage d'une teinte grise alarmante. J'ai pressé mon oreille contre sa poitrine, cherchant désespérément un battement de cœur, tandis que mes mains tremblaient si fort que j'avais à peine le temps de composer le 15. Allô, 15, quelle est votre urgence? Mon mari s'est effondré, j'ai réussi à articuler. Il ne répond pas. S'il vous plaît, vous devez l'aider. La voix du répartiteur était calme et professionnelle, me guidant à travers les étapes. J'ai pompé la poitrine de Victor et j'ai soufflé dans ses poumons, goûtant la saveur persistante de son café du matin, le suppliant de revenir à moi à chaque compression. Les ambulanciers étaient arrivés en ce qui semblait être des heures, mais étaient probablement seulement des minutes. Ils avaient travaillé sur Victor avec une urgence efficace, leurs équipements bipant et bourdonnant pendant que je restais pressé contre le mur de la cuisine, les regardant se battre pour sa vie sur notre parquet. « Madame, nous devons le transporter immédiatement », avait dit le ambulancier principal. « Vous pouvez nous suivre jusqu'à l'hôpital universitaire de Lyon. » Ces 6 heures suivantes dans la salle d'attente de l'hôpital avaient été les plus longues de ma vie. J'avais fait les 100 pas dans les couloirs stériles, appelé nos employés pour annuler des réunions, et regardé mon téléphone, espérant des mises à jour miraculeuses qui ne sont jamais venues. Les collègues de Victor de son ancien emploi dans la technologie étaient venus, ainsi que nos voisins et quelques amis proches. Tout le monde parlait à voix basse, offrant du café que je ne pouvais pas boire et du réconfort que je ne pouvais pas accepter. Le docteur Laurent était finalement sorti de l'unité cardiaque à 15h47. Je me souviens de l'heure exacte car j'avais regardé l'horloge de manière obsessionnelle, comme si le suivi des minutes pouvait changer le résultat. « Madame Dubois » avait-il dit, sa voix douce mais ferme. « Je suis sincèrement désolé. Votre mari a souffert d'un infarctus du myocarde massif. Nous avons fait tout notre possible, mais les dégâts étaient trop importants. Il est parti. Parti. Un mot si simple pour quelque chose d'aussi dévastateur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de décisions impossibles et de chagrins suffocants. J'ai dû planifier un enterrement alors que mon cerveau était enveloppé de coton. Choisir des fleurs pour un homme qui m'apportait toujours des fleurs sauvages de notre jardin. Écrire une nécrologie qui capturait d'une manière ou d'une autre 45 ans de vie en quelques paragraphes. Informer les clients et les employés tout en étant à peine capable de formuler des phrases cohérentes. Notre responsable d'entreprise, Amélie, avait été une bouée de sauvetage pendant ces jours sombres. Elle s'était occupée des préoccupations immédiates des clients pendant que je traitais les arrangements funéraires, me protégeant du pire du chaos des affaires, mais même son soutien compétent ne pouvait combler le vide laissé par Victor dans tous les aspects de mon existence. La partie la plus surréaliste était que la vie continuait. Les clients avaient toujours besoin que leur projet soit terminé. Les factures devaient toujours être payées. Le monde continuait de tourner pendant que le mien s'était complètement arrêté. Mais il y avait autre chose qui me hantait pendant ces semaines de chagrin, quelque chose qui s'était passé 3 jours avant la crise cardiaque de Victor. Un appel téléphonique qui semblait alors être une prophétie. J'étais en train de revoir les rapports trimestriels quand Victor a fait irruption dans notre bureau à domicile. Son visage était rouge de colère et d'incrédulité. Il tenait une pile de relevés bancaires et d'imprimés, ses mains tremblant d'émotion. « Sophie, nous devons parler » avait-il dit, fermant la porte derrière lui avec une force inhabituelle. C'est à propos d'Élise. L'urgence dans sa voix m'a fait mettre de côté mon travail immédiatement. Victor se mettait rarement vraiment en colère, mais quand il le faisait, c'était généralement à propos de quelque chose de sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le soupçonnait déjà. « Elle nous vole » avait-il dit, étalant les documents sur mon bureau. Depuis des mois,
peut-être plus. Regarde ces retraits. Ils sont tous autorisés avec ma signature, mais je ne les ai jamais signés. J'avais étudié les papiers avec une horreur croissante. Retrait après retrait, allant de 500 € à 15 000 €. Tous prétendument signés par Victor pendant des périodes où il voyageait pour des conférences d'affaires ou des réunions clients. Les signatures falsifiées étaient bonnes, des répliques presque parfaites de son écriture, mais il y avait des différences subtiles qui devenaient évidentes une fois qu'on savait quoi chercher. Combien ? Ai-je murmuré. Jusqu'à présent, plus de 800 000 €, avait dit Victor, s'affalant sur sa chaise. Et il pourrait y en avoir plus. Je n'ai découvert cela que parce que j'essayais de concilier certaines divergences dans nos impôts trimestriels. Nous avions passé toute cette soirée à construire un dossier, documentant chaque transaction frauduleuse, les croisant avec le calendrier de voyage de Victor, compilant des preuves qui peignaient un tableau clair d'un détournement de fonds systématique. Victor avait eu le cœur brisé, non seulement à cause de l'argent, mais à cause de la trahison. « C'est ma sœur », répétait-il, comme si la répétition pouvait lui faire comprendre. Comment a-t-elle pu nous faire ça, à notre famille ? Nous avons décidé de sécuriser toutes les preuves avant de confronter Élise directement. Victor voulait lui donner une chance de s'expliquer, peut-être même de faire restitution si elle était sincèrement repentante. J'étais moins optimiste quant à son potentiel de remords, mais j'avais soutenu sa décision de gérer les choses calmement. Nous lui parlerons demain, avait dit Victor cette dernière nuit, m'embrassant en me souhaitant bonne nuit dans notre bureau à domicile où nous avions passé tant d'heures heureuses à construire nos rêves ensemble. Demain n'est jamais venu. Le lendemain matin, Victor était parti. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, je me suis retrouvé à revenir obsessionnellement sur ces documents. En partie, c'était pratique. J'avais besoin de comprendre l'étendue complète du vol d'Élise à des fins juridiques, mais surtout, c'était émotionnel. Travailler sur l'affaire me donnait l'impression de poursuivre une conversation avec Victor, honorant sa dernière requête de protéger ce que nous avions construit ensemble. Ce que j'ai découvert était pire que ce que nous avions initialement réalisé. Élise n'avait pas seulement volé de l'argent liquide. Elle avait détourné de l'argent par le biais de paiements à des fournisseurs fictifs, de rapports de dépenses gonflés et de frais de conseil fantômes. Les dégâts totaux approchaient les 1,2 million d'euros, soit près de 10% de la valeur de notre entreprise. Elle était devenue plus audacieuse après la mort de Victor, probablement en supposant que j'étais trop accablé par le chagrin pour remarquer des irrégularités financières, mais le chagrin avait en fait aiguisé ma concentration à certains égards. Je n'avais rien d'autre à penser que le mystère que Victor m'avait laissé à résoudre. Pendant ce temps, Élise jouait le rôle de la sœur en deuil avec une performance digne d'un Oscar. Elle avait pleuré dramatiquement aux funérailles, me serrant la main pendant l'éloge funèbre et murmurant à quel point elle allait manquer à son petit frère. Elle m'avait apporté des repas que je ne pouvais pas manger et avait proposé de gérer les communications professionnelles auxquelles je ne pouvais pas faire face. Mais j'avais commencé à remarquer des choses. La façon dont elle s'était portée volontaire pour aider aux tâches impliquant l'accès à nos systèmes financiers. Son intérêt soudain à rencontrer notre avocat et notre comptable. Les questions subtiles sur les polices d'assurance vie et les plans de succession d'entreprise. Maintenant, assise dans ma voiture après cette conversation de cimetière, j'ai enfin compris ce que j'avais été en train de voir. Le chagrin d'Élise était sincère, mais pas pour Victor. Elle pleurait l'opportunité perdue de voler encore plus avant que son frère ne découvre ses crimes. Et maintenant, elle pensait pouvoir tout prendre légalement en utilisant des documents falsifiés et ma vulnérabilité induite par le chagrin pour achever le vol qu'elle avait commencé il y a des mois. Il avait tort. Victor était peut-être parti, mais le dossier que nous avions constitué ensemble était à l'épreuve des balles. Élise avait fait une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé la veuve qu'elle pensait pouvoir manipuler facilement. J'étais sur le point de lui prouver à quel point elle avait tort. Le lendemain matin arriva, gris et froid, correspondant au sentiment de vide dans ma poitrine. J'avais à peine dormi, mon esprit tournant entre les souvenirs de Victor et la certitude grandissante qu'Élise orchestrait quelque chose de bien pire que le simple vol. Quand je suis descendu en robe à 7 heures du matin, je l'ai trouvée déjà habillée pour les affaires dans un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer de la plupart des gens. Elle était assise à notre table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Une pile de dossiers de type Manila à côté de sa tasse de café. La vue était choquante. Cette femme traitant notre maison comme sa salle de conseil personnel à peine 12 heures après avoir enterré Victor. « Bonjour »,
Sophie, dit-elle sans lever les yeux de son écran. J'espère que tu as bien dormi. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Je me suis versé du café avec des mains tremblantes, remarquant qu'elle avait fait le mélange importé coûteux que Victor disait toujours avoir un goût d'eau prétentieuse. Une autre petite violation qui semblait étrangement énorme. Élise, je ne suis pas sûre d'être prête non plus. Je comprends que ce soit difficile, l'a-t-elle interrompu, fermant son ordinateur portable d'un claquement décisif. Mais retarder ne le rendra pas plus facile. Les clients de Victor posent déjà des questions sur la continuité du service. Nous devons établir une direction claire avant qu'il ne commence à partir. Le ton décontracté avec lequel elle a dit « nous » m'a retourné l'estomac. Comme si elle dirigeait Sophie Dubois Conseil et Technologie depuis toujours au lieu de vivre dans notre chambre d'amis et de voler notre argent. Peut-être devrions-nous attendre que Maître Antoine Dubois revienne du mariage de sa fille, ai-je suggéré, testant si elle s'en tiendrait à son mensonge d'hier. Le sourire d'Élise n'a pas faibli. En fait, j'ai parlé à Antoine hier soir. Il abrège son voyage pour gérer cette transition. Très professionnel de sa part, vous ne trouvez pas? Encore un mensonge. J'avais de nouveau appelé le bureau d'Antoine ce matin-là, et sa secrétaire avait confirmé qu'il ne reviendrait que jeudi, mais j'ai gardé mon expression neutre, laissant Élise penser que j'achetais sa tromperie. Maintenant, a-t-elle poursuivi, ouvrant le premier dossier avec une précision théâtrale. Passons en revue la restructuration du partenariat que Victor et moi avons discuté le mois dernier. Elle a fait glisser un épais document sur la table. L'entête disait « Modification du partenariat Sophie Dubois Conseil et Technologie » dans une police officielle. Mon nom apparaissait tout au long du texte, mais toujours dans des positions subordonnées. Partenaire junior, coordinatrice administrative, assistante opérationnelle. Je ne comprends pas, ai-je dit, bien que je comprenne parfaitement. Victor et moi étions des partenaires égaux. Nous avons fondé cette entreprise ensemble. L'expression d'Élise a changé pour quelque chose qui aurait pu être de la pitié si ce n'était pas si condescendant. Sophie, je sais que Victor te faisait sentir importante, mais soyons réalistes quant à tes contributions réelles. Tu as géré quelques travaux de bureau, répondu au téléphone, fait de la comptabilité de base. Victor était le visionnaire, le génie technique. Sans lui, quelles compétences spécialisées apportes-tu réellement? Les mots frappaient comme des coups physiques, chacun calculé pour saper ma confiance. Mais sous mon chagrin, quelque chose de plus dur se cristallisa. Élise ne volait pas seulement de l'argent. Elle essayait de voler mon identité, de réécrire l'histoire de tout ce que Victor et moi avions accompli ensemble. Ces signatures, ai-je dit, étudiant les documents plus attentivement. Quand exactement Victor les a-t-il signés? Le 15 octobre, répondit Élise avec douceur. Il était très préoccupé par l'avenir de l'entreprise, surtout compte tenu de ses problèmes de santé. Le 15 octobre. Je me souviens clairement de cette date car c'était le jour de notre plus grande présentation client de l'année. Victor et moi avions passé 14 heures d'affilée à préparer des projections financières et des spécifications techniques pour un contrat potentiel de 2 millions d'euros. Il était complètement concentré sur cette présentation, stressé par chaque détail. L'idée qu'il ait pris du temps ce jour-là pour restructurer notre partenariat sans m'en parler était absurde. Mais la signature semblait correcte, presque correcte. Le V de Victor était légèrement trop rond. Le S de Dubois un peu trop droit. Quelqu'un avait beaucoup pratiqué son écriture, mais ils avaient manqué les subtiles imperfections qui rendaient sa signature unique. Voici ce que je suis prête à offrir, continua Élise, ouvrant un autre dossier. Un généreux rachat de 500 000 euros, plus un contrat de conseil si tu veux rester impliqué dans une capacité limitée. Tu pourrais gérer des tâches administratives de base, répondre au téléphone, ce genre de choses. 500 000 euros pour une entreprise que nous avions construite jusqu'à une valorisation de 12 millions d'euros. 4 ans de journée de 16 heures pour chaque nuit tardive où nous avions passé à déboguer du code et à planifier la croissance pour chaque relation client que j'avais entretenue, des appels à froid au contrat de plusieurs millions d'euros. Cela me semble, j'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Inférieur à ce que j'attendrais. Le rire d'Élise fut aigu. Sophie, tu penses émotionnellement, pas rationnellement. Oui, l'entreprise a des revenus, mais les revenus ne sont pas des bénéfices. Et sans l'expertise technique de Victor, combien vaut vraiment cette clientèle? La plupart de nos contrats étaient basés sur des relations personnelles avec Victor.
Quand le mot se répandra qu'il est parti, elle laissa l'implication planer dans l'air. C'était une menace déguisée en analyse commerciale, et nous le savions tous les deux. J'aurai besoin de temps pour examiner cela avec notre avocat, ai-je dit avec précaution. Bien sûr, hocha Élise. Antoine a déjà tout examiné. En fait, il est d'accord que c'est la voie la plus sensée à suivre. Les entreprises familiales peuvent être compliquées en cas de décès, et ainsi, les intérêts de chacun sont protégés. Encore un mensonge. Antoine Dubois était méticuleux dans sa documentation, et il n'aurait jamais examiné des changements majeurs de partenariat sans impliquer toutes les parties. Mais Élise misait sur mon chagrin, me rendant docile, trop dépassée pour remettre en question sa version des faits. Il y a autre chose dont nous devons discuter, continua-t-elle, le ton passant à une fausse sympathie. La maison ? Mon sang se glaça. Qu'en est-il de la maison ? Eh bien, elle est assez grande pour une personne, vous ne pensez pas ? Et coûteuse à entretenir. Victor s'inquiétait toujours que tu sois financièrement en sécurité si quelque chose lui arrivait. J'ai trouvé quelques recherches qu'il avait faites sur de jolis appartements au centre-ville. Beaucoup plus appropriés pour une femme seule de votre âge. Elle produisit des imprimés de sites immobiliers, tous présentant des appartements d'apparence stérile qui coûtaient un tiers de la valeur de notre maison. Les recherches supposées de Victor dataient de 3 jours avant sa crise cardiaque, durant la même période où il avait été obsédé par la découverte du vol d'Élise. Victor aimait cette maison, ai-je dit doucement. Nous l'avions choisie ensemble. Pourquoi voudrait-il que je la vende ? Sophie, ma chérie. La voix d'Élise prit ce ton condescendant qui me donnait la chair de poule. Victor était pratique. Il savait que tu aurais besoin d'actifs liquides plus que de tout cet espace et de cette responsabilité. Et franchement, rester ici ne ferait que rendre le processus de deuil plus difficile. Parfois, un nouveau départ est exactement ce dont quelqu'un a besoin. Chaque mot était du poison enveloppé dans une fausse préoccupation. Elle ne prévoyait pas seulement de voler l'entreprise. Elle voulait aussi la maison. Notre maison, où Victor et moi avions partagé le petit déjeuner tous les matins pendant 8 ans, où nous avions célébré chaque étape importante de notre entreprise, où sa présence persistait encore dans chaque pièce. Je devrais réfléchir à tout cela, ai-je dit en me levant de table. C'est beaucoup à assimiler. Bien sûr que oui, accepta Élise. Mais j'ai attrapé le flash d'irritation qui traversa son visage. Elle s'attendait à ce que je signe immédiatement, trop accablée par le chagrin pour réfléchir clairement. Mais Sophie, nous ne pouvons vraiment pas tarder trop longtemps. Le monde des affaires évolue vite, et nos concurrents sont probablement déjà aux aguets. Victor ne voudrait pas que le travail de sa vie souffre par sentimentalisme. Ce mot encore, le sentimentalisme, comme si l'amour et la loyauté étaient des faiblesses à surmonter plutôt que le fondement de tout ce qui est significatif dans la vie. Je comprends, ai-je menti, rassemblant les documents qu'elle m'avait donnés. Laissez-moi examiner tout cela attentivement ce soir. Alors que je montais, j'ai entendu Élise passer des appels téléphoniques dans notre cuisine, sa voix nette et professionnelle. Elle parlait à quelqu'un de la finalisation de la transition et de l'avancement du calendrier d'acquisition. Dans notre chambre, je me suis assise au bord du lit que Victor et moi avions partagé pendant 8 ans et j'ai étalé les documents frauduleux d'Élise sur la courte pointe. Chaque page était un chef-d'œuvre de tromperie conçu pour avoir l'air légitime tout en me dépouillant systématiquement de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais Élise avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé ma mémoire pour les détails, ma compréhension du calendrier de notre entreprise, et surtout, ma connaissance des habitudes et de l'écriture de Victor. Chaque mensonge qu'elle avait raconté avait une date spécifique, un fait vérifiable que je pouvais vérifier. Et j'avais encore les preuves que Victor et moi avions compilées ensemble, la preuve de son plan de détournement de fonds de plusieurs mois, documenté avec la même attention méticuleuse aux détails que nous avions appliqués à chaque aspect de notre entreprise. Élise pensait qu'elle manipulait une veuve affligée par le chagrin qui serait trop dépassée pour se défendre. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait affaire à une femme qui avait passé 8 ans à apprendre à construire des dossiers à l'épreuve des balles contre les fraudeurs. La guerre ne faisait que commencer, et j'avais des armes qu'elle ne connaissait même pas. 2 jours plus tard, Élise a frappé à la porte de ma chambre à 8 heures du matin, sa voix artificiellement joyeuse à travers le bois. « Sophie, je pensais que nous pouvions gérer ces documents aujourd'hui. Tout réglé pour que tu puisses avancer. Je m'attendais à cela. » Après notre confrontation à la table de la cuisine,
je l'avais vue devenir de plus en plus impatiente face à mes demandes de temps pour réfléchir. Elle avait besoin de ma signature sur ces documents frauduleux, et elle en avait assez d'attendre. Je ne suis pas sûr d'être prête, ai-je rappelé, jouant le rôle de la veuve dépassée qu'elle attendait. Chérie, je sais que c'est difficile, mais retarder ne le rendra pas plus facile, répondit-elle. J'ai organisé une rencontre avec Maître Antoine Dubois ce matin. Il revient de son voyage plus tôt, juste pour nous. Encore un mensonge. J'avais confirmé que Antoine était toujours en Floride, probablement en train de conduire sa fille à l'hôtel à ce moment-là, mais je voulais voir où Élise allait avec cette tromperie. D'accord, ai-je dit, ouvrant la porte. Laissez-moi m'habiller. Élise se tenait dans le couloir, vêtue d'un jean de designer et d'un chemisier en soie, des vêtements décontractés qui semblaient pourtant plus chers que la tenue de soirée de la plupart des gens. Son sourire était chaleureux et concerné. Le masque parfait pour tout ce qu'elle avait prévu. Prenez votre temps, dit-elle. Je vais nous faire du café pour la route. 20 minutes plus tard, j'étais assise sur le siège passager de la BMW d'Élise, la regardant s'éloigner des quartiers familiers. Elle bavardait nerveusement du temps, de la fierté que Victor aurait s'il voyait que nous gérions tout si maturément, de l'avenir brillant une fois que toutes ces affaires juridiques seraient réglées. Mais nous n'allions pas vers le centre-ville, vers le quartier financier où se trouvait le bureau d'Antoine Dubois. Au lieu de cela, Élise prenait des routes rurales à travers les faubourgs, passant devant des fermes tentaculaires et des complexes industriels. Est-ce un raccourci? Ai-je demandé, bien que mon instinct sache déjà la réponse. Travaux sur l'autoroute principale, répondit Élise avec douceur, sans quitter la route des yeux. Ce chemin est en fait plus rapide, croyez-le ou non. Parfois, les routes secondaires sont meilleures que les itinéraires évidents. La métaphore n'a pas échappé à mon attention. Élise avait toujours préféré les routes secondaires, les approches indirectes, la manipulation plutôt que la confrontation. Mais quelque chose dans son énergie aujourd'hui semblait différent, plus urgent, plus désespéré. Ses jointures étaient blanches sur le volant, et elle ne cessait de regarder dans le rétroviseur comme si elle s'attendait à être suivie. Nous avons roulé en silence pendant encore 10 minutes, le paysage devenant de plus en plus isolé. Des champs de maïs s'étendaient à l'infini des deux côtés de la route à deux voies, interrompus seulement par des fermes occasionnelles situées derrière de longues allées de gravier. Mon téléphone n'affichait aucune barre de signal. Nous étions vraiment au milieu de nulle part. Élise, où allons-nous exactement? Ai-je demandé, ne me souciant plus de cacher l'inquiétude dans ma voix. Elle m'a regardé alors, et pendant un bref instant, son masque a glissé. J'ai vu quelque chose de froid et de calculé dans ses yeux, quelque chose qui a glacé mon sang. Quelque part où nous pouvons avoir une dernière conversation, a-t-elle dit, sa voix abandonnant la fausse douceur. Sans interruption, sans que tu n'aies recours à des avocats ou à des amis ou à quiconque pourrait compliquer les choses. Elle a quitté la route principale pour se garer sur un accotement en gravier à côté d'un champ vide. La voiture a crissé et s'est arrêtée, et soudain le silence était assourdissant. Pas de circulation, pas de maison visible dans aucune direction, juste d'infinies rangées de chaumes de maïs récoltés s'étendant à l'horizon. Élise s'est tournée pour me faire face complètement, et la transformation était complète. Disparue la sœur en deuil, la membre de la famille concernée, la femme qui m'avait apporté des mouchoirs et de la soupe pendant mes jours les plus sombres. À sa place se trouvait une étrangère aux yeux morts et au sourire de prédateur. Voici comment cela va se passer, Sophie, dit-elle, sa voix calme et professionnelle. Tu vas signer ces documents transférant l'entreprise à moi. Tu vas accepter mon généreux offre de rachat et ensuite tu vas disparaître tranquillement de toutes nos vies. Et si je ne le fais pas? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Le rire d'Élise fut comme du verre brisé. Regarde autour de toi, ma chérie. Nous sommes à 20 kilomètres de la ville la plus proche. Ton téléphone n'a pas de signal. Personne ne sait où tu es sauf moi. Elle s'est penchée plus près, sa voix tombant à un murmure. Victor est parti, Sophie. Tu n'es personne sans lui. Juste une petite fille de la campagne qui a eu de la chance pendant quelques années. Tu n'as pas de famille, pas de vrais amis, personne qui regretterait ta disparition. Chaque mot était choisi pour blesser, pour effacer la moindre confiance que j'avais laissée. Elle m'étudiait depuis des mois, apprenant mes insécurités, cartographiant mes vulnérabilités. Ce n'était pas juste du vol. C'était une guerre psychologique. Tu es malade, ai-je dit doucement. Je suis pratique,
corrigea-t-elle. Victor était faible, laissant toujours le sentimentalisme brouiller son jugement. Il aurait dû se débarrasser de toi il y a des années, mais il était trop doux, trop romantique. Eh bien, la romance ne paie pas les factures, n'est-ce pas? Elle a atteint à travers moi vers la boîte à gants, sortant un petit enregistreur numérique. J'ai documenté ton comportement de plus en plus erratique depuis la mort de Victor, dit-elle en appuyant sur lecture. Ma propre voix remplissait la voiture, mais les mots étaient faux, sortis de leur contexte, et édités pour me faire paraître instable, paranoïaque, potentiellement suicidaire. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec la technologie de nos jours, dit Élise, arrêtant la lecture. Si tu disparaissais, tout le monde comprendrait pourquoi. La veuve en deuil, dépassée par le chagrin, prenant de mauvaises décisions. Très triste, mais pas entièrement surprenant. La pleine étendue de son plan devenait claire. Il ne s'agissait pas seulement de voler l'entreprise. Elle prévoyait de m'effacer complètement, créant un récit qui expliquerait mon absence tout en se positionnant comme la survivante tragique mais capable qui ramassait les morceaux. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Cette femme nous avait volé, trahi la confiance de Victor, et maintenant elle menaçait de me détruire complètement. Elle avait planifié chaque détail, du lieu isolé aux preuves fabriquées qui couvriraient ses traces. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Mon iPhone, ai-je dit. Le sourire d'Élise s'élargit. Et alors? Avant que je puisse répondre, elle attrapa mon sac à main et en sortit mon iPhone, le jetant par sa fenêtre ouverte. Je l'ai vu se briser contre le gravier, des morceaux de verre et de métal se dispersant sur l'accotement de la route. Oups, dit-elle avec une fausse préoccupation. Je suis maladroite. Je suppose que tu devras marcher pour trouver de l'aide. Elle a atteint à travers moi et a ouvert ma porte, le vent d'octobre se précipitant pour traverser ma veste légère. C'est ici que tu descends, Sophie. La maison et l'entreprise m'appartiennent désormais. Victor est parti, et tu n'es rien sans lui. J'ai senti sa main sur mon épaule me pousser vers la porte ouverte. Tu peux marcher jusqu'à cette station-service à environ 3 km en arrière. Attrape un moyen de transport quelque part. Recommence à zéro. Mais si tu essaies de contester quoi que ce soit, si tu crées des problèmes, je m'assurerai que tu le regrettes. J'ai trébuché hors de la voiture, mes pieds heurtant le gravier avec un craquement qui semblait anormalement fort dans le paysage vide. Élise a jeté mon sac à main après moi, puis s'est penchée par la fenêtre avec ce sourire cruel toujours sur ses lèvres. Victor a toujours dit que tu étais plus forte que tu n'en avais l'air, dit-elle. Voyons à quel point tu es vraiment forte quand tu n'as rien. La voiture s'est éloignée, me laissant debout seul dans un nuage de poussière et de fumée d'échappement. J'ai regardé la BMW disparaître au coin d'une route, emportant tout ce que je croyais savoir sur la décence humaine. Mais alors que la poussière retombait et que le silence revenait sur la route vide, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu du désespoir sur lequel Élise comptait, j'ai ressenti quelque chose d'autre. Un étrange sentiment de libération, voire de triomphe. Parce que serré dans mon sac, protégé dans un étui étanche, se trouvait le disque crypté contenant des mois de preuves qui détruiraient les plans soigneusement élaborés d'Élise. Elle pensait avoir abandonné une veuve impuissante sur une route déserte. En réalité, elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. J'ai souri, j'ai porté mon sac sur mon épaule et j'ai commencé à marcher. Le premier kilomètre fut le plus difficile. Mes chaussures de ville n'étaient pas faites pour les routes en gravier, et le vent d'octobre transperçait ma veste comme des lames de rasoir. Mais à chaque pas, ma détermination se renforçait. Élise avait compté sur le fait de me briser par cet abandon au bord de la route, me laissant échouer et impuissante. Au lieu de cela, elle m'avait libéré de tout vestige de loyauté ou d'obligation familiale. Le deuxième kilomètre apporta de la clarté. Pendant que je marchais devant les champs de maïs vides, je cataloguais mentalement chaque élément de preuve que Victor et moi avions compilé, chaque signature falsifiée qu'Élise avait créée, chaque mensonge qu'elle avait raconté. Elle se croyait si intelligente, mais elle avait laissé une piste numérique qui la détruirait. Au 3e kilomètre, j'avais un plan de bataille complet. La station-service de Martin apparut comme un mirage à l'horizon. Un bâtiment patiné avec des panneaux délavés annonçant des tickets de loterie et de la bière fraîche. L'homme âgé derrière le comptoir leva les yeux de son mot croisé quand je franchis la porte, son visage se plissant immédiatement d'inquiétude. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-il,
observant mon apparence ébouriffée et reconnaissant probablement le regard de quelqu'un qui avait vécu quelque chose de traumatisant. Vous avez l'air d'avoir beaucoup marché. Ma voiture est tombée en panne, dis-je, ce qui était techniquement vrai. Pourrais-je utiliser votre téléphone? C'est une urgence. Bien sûr, ma chère. Il désigna un vieux téléphone fixe derrière le comptoir. Prenez votre temps. Vous voulez du café? Vous avez l'air à moitié congelé. Sa gentillesse faillit me faire craquer. Après la cruauté d'Élise, la simple décence humaine de cet étranger me semblait une bouée de sauvetage. J'acceptai le café avec gratitude et composai le numéro de téléphone portable personnel de maître Antoine Dubois. Pourquoi? La voix d'Antoine était surprise et inquiète. Je viens de recevoir ton message. Je suis toujours en Floride, mais je peux attraper le premier vol retour si c'est urgent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Élise qui présente des documents que j'aurais approuvés? Antoine, Élise a menti sur tout, dis-je, ma voix stable malgré tout ce que j'avais vécu. Elle a falsifié la signature de Victor sur des documents de transfert de partenariat, et elle détourne des fonds de l'entreprise depuis des mois. J'ai des preuves. Il y eut une longue pause. Sophie, ce sont des accusations graves. Es-tu absolument certaine? Victor a découvert le vol 3 jours avant sa mort. Nous avons tout documenté ensemble. J'ai des fichiers cryptés avec des relevés bancaires, des signatures falsifiées, de fausses factures, tout ce qui est nécessaire pour prouver qu'elle nous vole systématiquement. Mon Dieu, souffla Antoine. Où es-tu maintenant? Es-tu en sécurité? Je lui racontai l'abandon au bord de la route, les menaces d'Élise, son plan de m'effacer complètement de l'entreprise que Victor et moi avions construite ensemble. Le langage d'Antoine devint de plus en plus coloré alors que je décrivais ce qui s'était passé. Je réserve le prochain vol pour Lyon, dit-il. Ne parle pas à Élise. Ne signe rien et ne rentre pas seul à la maison. Rejoins-moi à mon bureau demain matin à 9 h et apporte tout ce que tu as. Après avoir raccroché, j'ai appelé Amélie, notre responsable d'entreprise, qui s'est immédiatement proposé de venir me chercher. Quand elle est arrivée 20 minutes plus tard, son visage était blanc de choc. Sophie, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda-t-elle en m'aidant à monter dans sa voiture. Élise a montré sa vraie couleur, dis-je simplement. Amélie, j'ai besoin que tu sécurises tous nos systèmes financiers immédiatement. Change tous les mots de passe, bloque tous les comptes auxquels Élise a accès, et sauvegarde tout sur notre serveur sécurisé. Amélie hocha la tête d'un air sombre. Je me suis interrogé sur certaines transactions irrégulières ces derniers temps. De petites choses qui ne correspondaient pas tout à fait. Dois-je tout documenter, mais sans la confronter directement? J'ai interrompu. Nous allons gérer cela légalement, et nous devons nous assurer qu'elle ne puisse pas détruire de preuves ou voler quoi que ce soit d'autre. Le lendemain matin, je me suis assise dans le bureau d'Antoine Dubois avec mon ordinateur portable ouvert, lui montrant fichier après fichier de preuves incriminantes. Son expression s'assombrissait à chaque document que j'affichais. C'est extraordinaire, dit-il, étudiant une feuille de calcul qui croisait les retraits falsifiés d'Élise avec le calendrier de voyage de Victor. Le niveau de documentation ici est de qualité digne d'une instruction judiciaire. Comment avez-vous compilé tout cela sans qu'elle le sache? Victor était méthodique pour tout, répondis-je. Quand il a découvert les premières divergences, nous l'avons traité comme n'importe quel autre problème commercial. Collecter des données, analyser des modèles, construire un dossier. Nous n'avons tout simplement pas eu la chance de la confronter avant sa mort. Antoine s'est penché en arrière sur sa chaise, son expression passant de celle d'un avocat à celle d'un stratège. Sophie, cela va bien au-delà de la fraude civile. Nous parlons de crimes graves ici. Fraude électronique, vol d'identité, complot. Il faut le signaler immédiatement à la Brigade de répression de la délinquance économique, BRDE. Est-ce qu'ils le prendront au sérieux? Ai-je demandé. Avec une documentation comme celle-ci, ils la prendront très au sérieux. 2 heures plus tard, j'étais assise en face de l'agent spécial de la BRDE, Claire Leclerc, au tribunal fédéral du centre-ville. C'était une femme aux yeux vifs, âgée d'une 40aine d'années, qui écoutait attentivement pendant que je parcourais des mois de preuves. Madame Dubois, dit-elle après avoir examiné le disque crypté. C'est l'un des cas de fraude les plus complets que j'ai vus depuis des années. Votre regretté mari était très méticuleux.
Nous l'étions tous les deux, ai-je corrigé doucement. C'était notre vie. Elle volait, dit l'agent Leclerc en hochant la tête. Nous devons agir rapidement. Les crimes financiers comme ceux-ci impliquent souvent des risques de fuite, surtout lorsque le perpétrateur réalise qu'il a été pris. Avez-vous une raison de croire que mademoiselle Élise Dubois pourrait essayer de quitter le pays? En fait, oui, dis-je, me souvenant de l'énergie nerveuse d'Élise pendant notre trajet en voiture. Elle se comporte de plus en plus désespérément ces derniers temps, et elle a des contacts à Miami. Elle pourrait avoir un plan de sortie. Nous allons immédiatement signaler son passeport, dit l'agent Leclerc. En attendant, j'ai besoin que vous agissiez normalement. Si elle vous contacte, ne laissez pas entendre que vous lui avez parlé. Pouvez-vous faire ça? J'ai hoché la tête. Bien que l'idée de faire semblant de normalité avec la femme qui m'avait abandonné sur une route semblait surréaliste, le premier appel d'Élise est arrivé cet après-midi-là alors que j'étais au bureau en train de travailler avec Amélie pour évaluer l'étendue des dégâts financiers. Sa voix était artificiellement douce quand j'ai répondu. Sophie, chérie, j'ai été tellement inquiète pour toi, dit-elle. Quand tu n'es pas rentrée hier soir, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Où étais-tu? Je suis resté chez une amie, ai-je menti avec douceur. J'avais besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout. Bien sûr que tu en avais besoin. Écoute, j'ai réfléchi aussi, et peut-être que j'ai été un peu hâtive avec le calendrier hier. Si tu as besoin de plus de temps pour assimiler les changements de partenariat, je comprends. La famille est plus importante que les affaires, après tout. Le changement complet de ton me disait tout ce que je devais savoir. Quelque chose l'avait effrayée. Peut-être avait-elle essayé d'accéder à des comptes que Amélie avait déjà bloqués. Ou peut-être avait-elle réalisé que ces fausses consultations d'avocats pouvaient être facilement vérifiées. C'est très compréhensif de ta part, Élise, dis-je, jouant le jeu. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer demain pour discuter de tout plus calmement. Absolument, accepta-t-elle, le soulagement évident dans sa voix. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison vers midi? Nous pourrons déjeuner et tout régler comme une famille devrait le faire. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé l'agent Leclerc. Elle veut me rencontrer demain. Elle sait que quelque chose ne va pas. Parfait, répondit l'agent. Cela nous donne la nuit pour exécuter des mandats de perquisition. Au moment où tu la rencontreras, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6 heures. La voix d'Élise était paniquée. Toute prétention de douceur disparut. Sophie, nous devons parler tout de suite, dit-elle, ses mots se bousculant. Il y a eu un malentendu. Des gens posent des questions sur des irrégularités financières, mais je peux tout expliquer. Nous pouvons régler ça. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai pu voir des véhicules de la BRDE entourer notre maison. L'agent Leclerc m'avait prévenu que cela arriverait. Je suis désolé, Élise, dis-je doucement, mais je pense qu'il est trop tard pour les explications. La ligne s'est coupée. 3 heures plus tard, l'agent Leclerc m'a appelé pour m'informer qu'Élise avait été arrêtée à l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol aller simple pour le Mexique avec 300 000 € en espèces et de faux documents d'identité. La justice, semblait-il, agissait rapidement quand on avait 18 mois de preuves joliment emballées pour les enquêteurs fédéraux. La récupération de nos actifs volés a pris plus de temps, mais elle a été approfondie. Élise avait caché de l'argent dans des comptes offshore, des portefeuilles de crypto-monnaies et des boîtes de dépôt sécurisées dans 3 États. Tout cela a été tracé, gelé, et finalement retourné à Sophie Dubois Conseil et Technologie. Debout dans le bureau d'Antoine Dubois 6 semaines plus tard, signant les derniers documents qui rétablissaient le contrôle total de notre entreprise entre mes mains, j'ai ressenti la présence de Victor comme une main chaude sur mon épaule. Nous avions construit quelque chose qui valait la peine de se battre, et ce combat avait été gagné avec les preuves qu'il m'avait aidé à rassembler dans nos derniers jours ensemble. Élise avait essayé de voler notre héritage. Au lieu de cela, elle m'avait donné la force de le protéger. Le matin suivant la signature de ces derniers documents, je suis entré dans le bureau de Sophie Dubois Conseil et Technologie en tant que son unique propriétaire pour la première fois. Le bourdonnement familier des serveurs et le doux clic des claviers m'ont accueilli. Mais tout semblait différent maintenant. Ce n'était plus seulement l'entreprise que Victor et moi avions construite ensemble. C'était ma responsabilité, mon avenir, ma chance de prouver que l'évaluation cruelle d'Élise de ma valeur avait été spectaculairement fausse.
Amélie m'attendait dans mon bureau avec du café et une pile de dossiers clients. Son expression mêlait soulagement et détermination. Alors, patron, dit-elle avec un léger sourire, par où commençons-nous? La transition n'a pas été sans heurts. La perte de Victor avait créé des lacunes dans nos capacités techniques que je devais combler immédiatement. Nos clients avaient été patients pendant la crise, mais la patience a ses limites dans le monde des affaires. J'avais besoin de quelqu'un pour combler les lacunes de Victor. Pas complètement, car personne ne pouvait faire ça, mais quelqu'un qui comprenait à la fois les exigences techniques et la culture d'entreprise que nous avions bâtie. La réponse vint d'une source inattendue. Marc Duval avait été le meilleur ami de Victor à l'école supérieure et son partenaire dans leur première tentative de start-up il y a 15 ans. Lorsque leur première entreprise a échoué, Marc était allé travailler pour une grande société de conseil tandis que Victor et moi nous nous lancions de notre côté. Il avait suivi notre succès à distance. Et lorsque je l'ai appelé 3 mois après l'arrestation d'Élise, il était prêt pour un changement. « Sophie, je suis tellement désolé pour Victor », dit Marc lors de notre première rencontre. Il était toujours si fier de ce que vous deux aviez construit ensemble. Il disait toujours, tu étais l'arme secrète qui faisait tout fonctionner. Embaucher Marc comme notre nouveau directeur technique semblait être Victor donnant sa bénédiction de l'au-delà. Marc comprenait le côté technique, mais il respectait également la philosophie d'entreprise que Victor et moi avions développée. Plus important encore, il apportait des perspectives nouvelles sur la cybersécurité qui se révéleraient prophétiques. Tu sais, dit Marc lors de sa 2e semaine, ce qui est arrivé à Élise n'est pas unique. La fraude interne est une épidémie dans les petites et moyennes entreprises. La plupart des propriétaires n'ont aucune idée à quel point ils sont vulnérables jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette conversation a semé la graine de ce qui deviendrait notre expansion la plus significative. J'avais vécu le cauchemar de découvrir que quelqu'un en qui j'avais confiance nous volait systématiquement. J'avais ressenti la peur, la trahison, la destruction quasi totale de tout ce pourquoi Victor et moi avions travaillé. Mais j'avais aussi appris à me défendre, à documenter les preuves, à travailler avec les enquêteurs fédéraux pour récupérer les actifs volés. D'autres propriétaires d'entreprises avaient besoin de ces compétences. En 6 mois, nous avions lancé Sophie Dubois Cybersécurité et Conseil, une division spécialisée axée sur l'aide aux entreprises pour se protéger contre les menaces internes. Notre premier client était une entreprise de fabrication familiale dont la comptable avait détourné 200 000 € sur 3 ans. La propriétaire, Jacqueline Moreau, était une femme dans la soixantaine qui avait bâti l'entreprise avec son regretté mari. Et l'avoir soulagée alors que nous l'aidions à récupérer son argent volé ressemblait à la guérison d'un morceau de mon propre traumatisme. « Comment saviez-vous » demanda Jacqueline après que nous ayons identifié les transactions frauduleuses. « Comment avez-vous repéré les modèles que mon propre comptable a manqués ?»« Parce que je l'ai vécu, lui ai-je dit simplement. Je sais à quoi ressemble la trahison quand elle est enveloppée dans de fausses sympathies et une loyauté familiale. » Le bouche à oreille s'est rapidement répandu dans la communauté d'affaires de Lyon. Les entreprises ont commencé à nous contacter de manière proactive, voulant des audits de sécurité avant de devenir des victimes. Nous avons développé des outils logiciels capables de signaler les transactions suspectes, des programmes de formation qui aidaient les propriétaires à reconnaître les signes avant-coureurs, et des protocoles de réponse rapide pour les entreprises qui découvraient qu'elles avaient été compromises. Le travail était émotionnellement exigeant, mais profondément gratifiant. Chaque entreprise que nous protégions, chaque vol que nous prévenions, ressemblait à une victoire contre l'état d'esprit qui m'avait presque détruite. Élise me voyait comme faible, remplaçable, quelqu'un dont les contributions pouvaient être rejetées et effacées. Au lieu de cela, j'utilisais la douleur qu'elle m'avait causée pour construire quelque chose de plus fort et de plus significatif qu'auparavant. La croissance fut remarquable. En 2 ans, nous étions passés d'une entreprise de 12 millions d'euros à 20 millions, avec des bureaux dans 3 États et une liste d'attente de clients demandant nos services de cybersécurité. Mais les chiffres étaient moins importants que les relations que nous construisions. Je me suis retrouvé à me connecter avec d'autres entrepreneurs veufs, des femmes qui avaient perdu leur partenaire mais refusaient de laisser le chagrin définir leurs limites. Nous avons formé un réseau de soutien informel, partageant des stratégies pour gérer les entreprises seules tout en honorant les souvenirs des personnes avec lesquelles nous les avions bâties. Certains soirs, nous nous retrouvions pour dîner et parler des défis uniques de prendre des rôles de leadership que nous n'avions jamais prévu de remplir. L'une de ces femmes, le docteur Hélène Moreau, avait perdu son mari au cancer 2 ans avant la mort de Victor.
Elle avait repris leur entreprise de recherche médicale et luttait avec les relations avec les investisseurs, un domaine dans lequel Victor et moi avions développé une expertise significative. Je connais la science mieux que quiconque, dit Hélène lors d'un de nos dîners. Mais quand j'entre dans ces salles de conseil, je peux voir qu'ils pensent que je ne suis que la veuve qui essaie de faire vivre l'entreprise de son mari. Alors prouvez-leur le contraire, dis-je. Pas avec des mots, avec des résultats. Laissez votre succès être votre argument. Hélène a suivi ce conseil et a triplé la valeur de son entreprise en 18 mois. Quand elle m'a appelé pour me remercier, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Tu m'as appris que le fait d'être sous-estimé peut être un avantage concurrentiel. Les gens révèlent leur véritable stratégie quand ils pensent que tu n'es pas une menace. Cette conversation m'a inspiré à créer la bourse commémorative Victor Dubois, axée sur le soutien aux étudiants défavorisés dans les domaines de la technologie. Victor avait toujours cru que le talent était également réparti, mais que l'opportunité ne l'était pas. Le programme de bourse est devenu un moyen d'étendre cette philosophie au-delà de sa vie. La première récipiendaire fut Léa Petit, une jeune fille de 17 ans du 19e arrondissement dont les compétences en programmation informatique étaient extraordinaires, mais dont la famille ne pouvait pas payer les frais de scolarité universitaire. La voir obtenir son diplôme 4 ans plus tard et lancer sa propre entreprise de logiciels semblait être les rêves de Victor prenant leur envol d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Pendant ce temps, l'histoire d'Élise se déroulait très différemment. L'agent Leclerc me tenait informé des procédures judiciaires, bien que j'aie demandé une implication minimale. Élise avait été condamnée à 12 ans de prison fédérale pour fraude électronique, blanchiment d'argent et complot. Ses avocats avaient tenté de négocier un accord de plaidé coupable, affirmant qu'elle avait été dépassée par le chagrin et avait pris de mauvaises décisions. Mais la préméditation étendue que nous avions documentée rendait cet argument impossible. Ses tentatives de me contacter depuis la prison ont commencé 8 mois après sa condamnation. Des lettres remplies d'excuses et d'explications, des appels téléphoniques que je refusais d'accepter, même des messages transmis par des connaissances mutuelles. Élise voulait le pardon, ou peut-être voulait-elle semer le doute sur sa culpabilité. Je ne voulais ni ses excuses ni ses justifications. Antoine Dubois m'avait conseillé que tout contact pourrait potentiellement compliquer les futures procédures judiciaires si elle faisait appel de sa condamnation. Mais honnêtement, mes raisons étaient plus simples qu'une stratégie juridique. Élise avait essayé de m'effacer de ma propre vie et j'avais dépassé le stade de me soucier de ses regrets ou de son destin. La véritable révélation vint 2 ans après sa condamnation, alors que je passais en voiture devant l'endroit où elle m'avait abandonné. J'étais en visite chez un client potentiel dans les banlieues et mon véhicule m'avait dirigé sur la même route rurale où j'avais attendu dans ma robe funéraire, serrant mon sac et la regardant partir. Je me suis arrêté à l'endroit exact, le gravier craquant sous mes pneus comme ce jour-là. Mais en me tenant là au soleil de l'après-midi, prospère, confiante et entourée de personnes qui respectaient mes capacités, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la gratitude. La cruauté d'Élise avait été destinée à me briser, à me réduire à rien pour qu'elle puisse voler tout ce que Victor et moi avions construit. Au lieu de cela, elle m'avait libéré des derniers vestiges de doute sur mes propres capacités. Elle m'avait forcé à me tenir complètement seule, et j'avais découvert que j'étais plus forte qu'elle ou moi ne le pensions. Victor aurait été fier de ce que Sophie Dubois Conseil et Technologie était devenue, pas seulement financièrement, mais philosophiquement. Nous protégions d'autres familles contre la trahison que nous avions subie, créant des opportunités pour de jeunes gens qui nous rappelaient nous-mêmes quand nous avons commencé, construisant quelque chose qui nous survivrait à tous les deux. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas la destruction, c'est la création. Élise avait essayé de détruire ce que Victor et moi avions construit ensemble. Au lieu de cela, j'avais utilisé sa trahison comme pierre d'assise pour quelque chose d'encore mieux. Debout sur cette route de gravier où elle m'avait laissé pour morte, j'ai souri et je suis rentré à la maison pour la vie que j'avais construite à partir des cendres de sa cruauté. Cette histoire de justice silencieuse vous a fait prendre le parti de Sophie. Tapez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires de vengeance incroyables comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.